Mais je suis ressortie plus forte, plus calme, préparée au prochain défi. J'ai eu peur et j'ai encore peur, mais je ne me leurre pas. Il y a des leçons partout. Je dois apprendre tout ce qui n'est pas en moi, tout ce qui me reste à découvrir. Quand j'écris sur un sujet, ça dépend de mes états d'âme, de mon humeur, Je peux avoir une écriture triste, comme arriver jusqu'au bout, elle peut être joyeuse, elle peut être lyrique, comme elle peut être engagée, elle peut être bête, comme elle peut être intelligente. C'est comme un prisme, tu vois, la lumière, quand elle va le refléter dans tous les... Une chose avec l'écriture, c'est qu'elle est toujours vraie. Quand tu écris, tu peux pas tricher, en fait, avec l'écriture. Surtout avec le slam, quoi. Donc l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, ça va être la répétition. Donc on va partir d'une citation. Et en fait, le truc, c'est que vous allez écrire genre une partie d'un texte et vous allez toujours répéter comme un refrain, tu vois. Comme un refrain. Vous allez toujours répéter le truc. Ça, c'est un système aussi qui aide beaucoup à écrire. Donc la citation, c'est « Nul n'atteint l'aube sans passer par les ténèbres de la nuit ». Le slam, c'est pas seulement dans les rimes, en fait. C'est aussi beaucoup dans la manière de le dire. Tu te donnes ton propre rythme grâce à ta respiration. Donc cet exercice-là, ça va travailler aussi la respiration. Mais pour vous montrer que le slam, il n'a pas de limite. Quand je fais mes ateliers avec eux, ils ressortent de là, déjà nous, on ressort de cet atelier, on a tous le sourire. Quelque chose a été partagé et quelque chose a été transmis, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de leur faire partager à eux, c'est que il faut qu'ils se trouvent. Et l'écriture est un bon moyen. Il faut qu'ils se regardent en face. L'écriture est un bon moyen. Mais l'art en général, le sport, la musique, tout est un bon moyen pour se chercher, se trouver, tu vois. Nul n'atteint l'aube sans passer par les ténèbres de la nuit. Dans un rêve ou dans un cauchemar, je me suis réveillé, alors que mes yeux étaient fermés. Bien. Tu vois, quand tu nous regardes, ça a plus d'impact. La première salve a été lancée par le FLNKS dimanche. Dans leur communiqué, les indépendantistes reviennent sur la décision de justice qui a mené à une sortie prématurée de quatorzaine, en expliquant que dorénavant, les personnes vaccinées rentreront directement chez elles. Dans les faits, un homme vacciné a déposé un recours samedi. Le juge ne s'est prononcé qu'après le délai légal de 72 heures. L'homme a donc été libéré pour une question de procédure. La justice ne s'est pas prononcée contre le sas sanitaire et cette décision ne fera pas jurisprudence pour les prochains recours. Dans un dernier paragraphe acide, les indépendantistes dénoncent un État et une justice méprisantes, capables de sacrifier notre santé sur l'autel de l'égalité. Une formulation qui évidemment n'a pas manqué de faire réagir les loyalistes avec un autel de la revendication idéologique. Sans idéologie aucune, les loyalistes précisent qu'il revient au gouvernement de sécuriser juridiquement le sas sanitaire. Eh bien non, le cas échéant, c'est à l'État de faire un pourvoi en cassation face à certaines décisions de justice. Quelques lignes plus tard, les loyalistes évoquent leur dispositif de sas sanitaire, un dispositif qui ne serait possible que grâce à 10 milliards de subventions directes de l'État. Mais le bilan de 2 ans de crise sanitaire, la quatorzaine a coûté 7 milliards de francs à la Calédonie rien qu'en 2020, une somme financée grâce à un prêt de 28 milliards auprès de l'AFD, un prêt décrié et contracté dans l'urgence par le gouvernement Santa. En 2021, l'État octroie au pays une aide directe de 10 milliards qui a financé le sas de janvier jusqu'à octobre. Pour finir l'année, le gouvernement Mapou doit trouver 2 mois de financement, soit 1,4 milliard de francs. Pour mettre fin à cet échange de communiqués, l'État a voulu sonner le gong par communiqué lui aussi. Hier, le haut-commissaire a tenté de répondre à certaines attaques en rappelant la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Enfin, l'État propose une réunion cette semaine pour étudier les demandes formulées par communiqué. Le gouvernement de Louis Mapou n'a pas attendu cette rencontre pour annuler le vol de passagers ce début de semaine. Dans ce nakamal de la presqu'île de Ducos, 15 litres de cava sont écoulés quotidiennement. Olich, qui loue cet espace à la journée, a choisi de presser le cava chaque jour par un employé.
Pour obtenir la matière première, il fait appel à un fournisseur local. Dans cette entreprise, ce sont 5 à 8 tonnes de kava qui sont importées par mois. Giorgio, qui en est le gérant, en importe depuis des années. Moi, je travaille beaucoup avec les îles, dans toutes les îles du Vanuatu. Donc, essentiellement Santo, Pentecôte, Malikolo. Donc, j'ai des fournisseurs, différents fournisseurs qui travaillent directement avec les planteurs. Donc, ça nous permet d'avoir une traçabilité de notre kava, de savoir d'où il vient, de savoir le cultivar. Et la qualité des fournisseurs, en fait, je m'en assure par des tests. En fait, on prend des chips ou des roots ou de la poudre. C'est dosé en fait en laboratoire sous éprouvette et on dose en fait la teneur en cavalactone. Donc voilà, donc du coup c'est précis. En Nouvelle-Calédonie, les importations de kava proviennent en grande partie du Vanuatu. Chez nos voisins, la filière est régulée par un texte de loi qui a été voté au Parlement en 2002 et qui prévoit des dispositions strictes aux producteurs, mais aussi auprès des commerçants. Et depuis 2 ans, la filière du kava est aussi encadrée au niveau régional sous l'égide de l'OMS. Culture biologique, culture de variétés nobles, inscription de la provenance du kava sur les sacs commercialisés, voici quelques exemples des critères à respecter. C'est-à-dire que quand le kava est exporté, les contrôles sont très sévères et assez stricts. Donc là, on sait que l'exportateur va être soumis à une procédure qui lui est imposée par le service de la quarantaine ici. Et donc là, c'est relativement strict. Et on a testé en aveugle tous les lots qui avaient été exportés du Vanuatu. Et il y avait eu très peu de mauvaises surprises. Donc la problématique, en fait, n'est pas au niveau de l'encadrement législatif. La problématique est de savoir si les exportateurs, les importateurs en Nouvelle-Calédonie et les producteurs respectent bien ce texte de loi. Donc il y a des mélanges qui sont faits par des commerçants peu scrupuleux qui ne respectent pas le système d'appellation géographique que nous avons mis en place et qui fait qu'il y a certains risques qui peuvent exister, surtout si, par exemple, on achète de la poudre. En 2012, un projet de loi proposait la réglementation des établissements au pays en soumettant les exploitants des nakamal à l'obtention d'une licence d'exploitation. Un texte qui n'a jamais eu de suite. Aujourd'hui, la seule réglementation existante pour les nakamal porte sur l'agrément d'hygiène. Nous avons pris une délibération ce matin pour rendre obligatoire la vaccination pour les passagers qui embarquent à destination de la Nouvelle-Calédonie. Cette délibération va être présentée au Congrès. Mais je vous le dis avec autant de sérénité, nous étudions sérieusement la possibilité de rendre obligatoire à la population de la Nouvelle-Calédonie la vaccination. On ne restera pas éternellement fermé. Il faut que tous les Calédoniens le sachent. Il faut que celui qui est dans sa tribu, qui ne se pose pas de questions, il intègre cette donnée, comme celui qui est dans son quartier. Si le 31 décembre doit être la deadline pour tout le monde, eh bien, il faut se précipiter pour aller se faire vacciner. Louis Mapou n'a pas tergiversé sur ses intentions. L'obligation vaccinale n'est plus un sujet tabou. Il est au contraire en cours de réflexion. Ce qui est presque acté, c'est que tous les passagers arrivant de France devront bientôt être vaccinés. Les critères d'entrée au pays vont être également revus pour, je cite, éviter les passe-droits. Côté quatorzaine, 7 personnes vaccinées sont maintenant sorties de confinement prématurément après une décision de justice. Un pourvoi en cassation a été déposé par l'État. Le ver s'est introduit dans le fruit. Et donc on a aussi cette pression-là de l'intérieur. Et quelles que soient les motivations qui ont amené les personnes à faire valoir leurs droits, nous considérons pour ce qui nous concerne que le droit à la vie,
la protection de la santé de la population. C'est notre responsabilité au titre des politiques de santé publique que nous avons la charge. Nos frères polynésiens nous disent, nous sommes arrivés à un point où on doit choisir entre les malades. Et notre responsabilité, c'est de dire, on ne veut pas de ça en Nouvelle-Calédonie, mais il faut que tout le monde s'y mette. La bulle sanitaire avec Wallis et Futuna va progressivement réouvrir, en premier lieu pour les malades en attente de soins spécifiques en Calédonie. Le temps qu'on éprouve le système de traçabilité qui a été travaillé ici en Nouvelle-Calédonie en relation avec Wallis et Futuna, système de traçabilité qui nous a fait défaut, vous vous rappelez, en 2021, et qui nous a amené à reconfiner à nouveau pendant un mois. Sera-t-il possible de chasser la roussette et le notou du 1er avril au 30 juin en province sud au lieu d'un mois actuellement? C'est en tout cas ce que prévoit le projet de révision du Code de l'environnement de l'institution, alors même qu'une récente étude affirmait que la population de roussette est en déclin. Et ce n'est pas tout, la province sud souhaite également classer une espèce d'oiseau sur la liste des espèces nuisibles, au même titre que les rats ou que les souris. De quoi susciter une incompréhension totale pour la Société calédonienne d'ornithologie, qui, après l'avoir appris par hasard, a lancé une pétition à ce sujet. Alors nous, le problème que nous pointons du doigt, c'est qu'aujourd'hui, sur ce projet, on avance totalement à l'aveugle, puisqu'on n'a aucune donnée scientifique solide sur l'état des populations, sur déjà le niveau des prélèvements qui sont réalisés sous la réglementation actuelle, et aucune mesure d'impact sur les effets de la réglementation à venir. Et c'est là le principal problème, puisqu'on parle quand même, là, s'agissant du notou de la roussette, d'espèces endémiques, s'agissant des cormorans, d'espèces indigènes présentes naturellement en Calédonie. Et concrètement, les conséquences pourraient aller vers un affaiblissement des populations, voire à une disparition, par exemple, dans le cas des roussettes. Ce projet de révision prévoit également le retrait des requins tigres et bulldogs de la liste des espèces protégées. Autrement dit, leur pêche sera autorisée en province sud. Une décision assumée de l'exécutif, motivée par les dernières attaques de requins, mais qui sont loin de faire l'unanimité. Maintenant, nous, on est bien évidemment contre. On est vraiment très inquiets de cette mesure de déclassement pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, aucune réglementation quant à la pêche qui va être réautorisée sur ces espèces. Donc ça veut dire pas de quota, pas de taille, pas d'âge. Ça revient un petit peu à dire qu'on espère que ces espèces vont disparaître du lagon finalement. Alors effectivement, on sait qu'il y a un risque requin. Nous, on estime qu'aujourd'hui, les déclasser et se mettre à les pêcher aura peut-être un effet inverse. J'entends par là que si on autorise Monsieur Tout-le-Monde à pêcher du requin, il risque d'y avoir d'importants stimuli alimentaires près des récifs, parce que concrètement, on ne va pas aller pêcher les tigres et les bulldogs très loin sur le récif, puisque je pense que ce que souhaite la province sud, c'est que les spécimens qui soient pêchés, c'est ceux qui sont près de nos côtes, j'imagine. Et auquel cas, on va créer des stimuli alimentaires près des côtes, et ça va être relativement dangereux. En tout cas, je ne sais pas si ça a été mesuré. Aucune donnée scientifique, aucune consultation des associations en amont, tels sont les points qu'ils dénoncent. Contactés, nous n'avons pas réussi à avoir un élu de la province sud à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la consultation publique se poursuit jusqu'au 21 août avant l'examen du projet devant l'Assemblée de province prochainement. C'est une véritable bombe lâchée par le journal Mediapart. Dans un article, on y apprend que le colonel Eric Steger, présent depuis l'année dernière sur le territoire, a été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis pour des violences physiques et psychologiques commises sur son épouse de novembre 2017 à juin 2018. Une peine réduite par la suite à une amende de 6 000 € par la Cour d'appel de Paris et qui ne figurera pas sur son casier judiciaire. Et surtout, qui ne l'empêchera pas d'être muté au pays et d'être nommé à la tête de la gendarmerie. Un paradoxe qui suscite l'incompréhension de l'Union des femmes francophones d'Océanie. Nous, on tient à dire qu'on est choqués. C'est d'abord le choc, c'est un tremblement de terre. Parce que donc, la gendarmerie était un de nos partenaires privilégiés dans le cadre de dispositifs que, en tout cas, donc, mon association a mis en place. Tout le monde, quand je dis choqué, pourquoi? Parce que donc, toutes les associations de femmes en Nouvelle-Calédonie se sont mobilisées pour travailler avec l'État sur les grenelles. Vous pensez que c'est un bon message qui est laissé?
À qui on a parlé quand on a organisé les Grenelles? À qui on a parlé? L'Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie a annoncé pour sa part qu'un courrier aux hautes autorités de la République serait envoyé prochainement, demandant le départ immédiat du colonel. Oui, vous savez, on est assez surpris d'apprendre par les médias que notre commandant de gendarmerie a été condamné pour des faits de violence sur sa femme. Parce que c'est quand même quelque chose de très important, c'est l'autorité de l'État en Nouvelle-Calédonie qui est bafouée aujourd'hui. Et voilà, on est surpris d'avoir eu cette information comme ça déjà, d'autant plus qu'il a été nommé début juillet, alors que sa condamnation date de mai. Si la classe politique a réagi via les réseaux sociaux, contactée, la gendarmerie nous a indiqué qu'elle ne communiquerait pas à ce sujet. Le Haut-Saria, de son côté, a indiqué que la nomination n'était pas de son ressort et nous a redirigés vers l'article à la réaction de la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Pour rappel, en Nouvelle-Calédonie, 19% des femmes affirment avoir été victimes d'agressions physiques au cours des 12 derniers mois, contre 2,3% en France.